L'Aube est une fille de l'Est, et les Canadiens de Terre-Neuve sont les premiers à l'admirer chaque matin sur le grand continent, celui du Nouveau Monde. Je me gonfle de l'énergie solaire et sauvage de cette île située à peine à 4000 km de la vieille Europe. Je vais désormais faire face au couchant, voyageant toujours vers l'ouest à la recherche de l'autre océan, le Pacifique. Pendant ce voyage, je voudrais sentir la peur du coureur des bois face au grizzly, ou la détermination des Acadiens refusant de faire allégeance au roi. Je pars de St. John's, Terre-Neuve, et j'irai jusqu'à Vancouver, en Colombie-Britannique, après 7821 km de traversée. Une distance vertigineuse dans un pays toujours en devenir. C'est en tout cas ce que m'explique Françoise Enguehardt, la romancière française de Saint-Pierre-et-Miquelon que le Canada a adoptée. À moins que ce ne soit le contraire. Le Canada, c'est un grand défi démocratique. C'est un grand défi démocratique, d'abord par le territoire. Vous vous rendez compte de ce qu'il faut pour maintenir cette infrastructure, pour maintenir les routes ouvertes, dégagées, peintes, etc. C'est quelque chose de phénoménal. Et puis, les gens ont évolué différemment. Par exemple, dans l'Ouest, vous trouvez beaucoup de gens d'Europe de l'Est, dont vous trouvez très peu de présence ici. Il y a tout l'aspect autochtone et peuple fondateur blanc, européen. Il y a tout l'aspect francophone, anglophone. Tout ça, ça donne des dimensions, des reflets, des choix politiques différents qui sont très difficiles à, si vous voulez, à mettre dans un seul moule qui serait le Canada. Mais le Canada a toujours encouragé ces diversités. Et c'est en cela que ça devient, à la longue quand même, un vrai pays. Mais il faut faire le choix d'être Canadien tous les jours. Au XVIe siècle, pendant que les chrétiens d'Europe mangeaient de la morue séchée, on raconte qu'ici, dans les eaux riches et inexplorées de Terre-Neuve, les bateaux de pêcheurs butaient sur les bancs de poissons. Dans le port de St. John's, ces marins partent pour une campagne de 5 jours et prévoient de ramener 18 tonnes de crevettes. En m'approchant, je suis abasourdi d'apprendre que l'on ne pêche plus de morue. Leur nombre impressionnant n'a pas résisté à l'acharnement des grands bateaux. Sur cette île géante, accostée à 160 km du continent américain, la fin du règne de la morue a jeté un froid. Petit Harbour, petit port typique où les anciens se racontent inlassablement leur pêche miraculeuse. George et Mike sont de ceux-là, et je n'ai pas besoin de les cuisiner bien longtemps pour connaître leur opinion sur les méthodes des grands bateaux. Ils pêchent 24 heures sur 24, 365 jours par an. Nous, on pêche seulement pendant la période d'été, et déjà on ramène beaucoup de poissons. C'est la technologie. Tous les ans, elle évolue. La technologie, c'est bien, mais il faut pouvoir la réglementer. Je m'aperçois que l'histoire du Canada, c'est avant tout des immigrés qui prennent la place de nomades. Français et Anglais continuent de se battre en traversant l'Atlantique, détournant les guerres tribales des autochtones à leur avantage. C'est bientôt la rentrée pour ces jeunes Terre-Neuviens en costume qui jouent jusqu'à la fin de l'été aux petits soldats. Tous les trois sont d'origine irlandaise, et quand je les questionne sur leur tenue incongrue, ils me répondent qu'ils n'ignorent pas que dans l'armée anglaise, les Irlandais servaient surtout de chair à canon. Ils portent pourtant fièrement cet uniforme. Mieux vaut une histoire douloureuse que pas d'histoire du tout.
J'ai envie d'en savoir plus sur cette première province canadienne dont on dit qu'elle est loin de tout. Ali est un Acadien de Terre-Neuve. Il pratique le plus jeune métier du monde, il est consultant. Je le consulte donc sur la position stratégique de son île, idéalement située entre Vieille Europe et Nouveau Monde. Aux années 50, c'était vraiment Hollywood, quoi. On voyait les superstars passer par là. C'était quand même à cause que pour traverser l'Atlantique, il fallait arrêter à Gander pour faire le ravitaillement des avions. Donc on a vu tout le monde, nous. Hein? Elvis, par exemple, était à Stephenville aux années 50. C'est comme ça. Donc on est beaucoup plus rock'n'roll qu'on est country. On est beaucoup plus... Donc c'est comme ça. On a envoyé la morue salée dans les Caraïbes pour emmener du rhum. Donc là, la cale n'a jamais été sèche, quoi. Hein? Donc là, il y a vraiment... il y a quand même cette histoire-là qui fait partie de nous. Donc on est beaucoup plus, je dirais même ouvert sur le monde. Saint-Jean, c'est une ville de 250 000 habitants. Il y a 12 compagnies de théâtre professionnelles. Il y a une histoire de création artistique qui dépasse quand même largement la population que nous avons. Donc c'est ça. J'ai devant moi 10 provinces à traverser. Je commence doucement par celles qu'on appelle les maritimes. Les premières terres découvertes par les marins européens. Les premières terres peuplées par les colons. Mon voyage démarre là où la grande histoire du Canada s'est inscrite dans les livres. À ce stade du voyage, le bitume s'arrête. Pour poursuivre, il faut traverser le détroit de Cabot. Une nuit de navigation, une nuit de calme, c'est tout ce que je souhaite. Devant moi, la musique du port d'Argentia joue sa partition hebdomadaire. La mer est calme, mais le bateau beaucoup moins. Chaque retour de piston est un coup de boutoir. Au moment de passer dans les eaux territoriales françaises qui entourent Saint-Pierre-et-Miquelon, je suis encore accrochée à mon oreiller. C'est donc un réveil difficile, le petit déjeuner est peu engageant et la route encore très longue. No traffic or anything? No, that's good. Mais j'ai le privilège de monter sur la passerelle et la compagnie du capitaine Peter Adams me fait oublier l'allure chaotique de son bateau. I guess we should see land fairly soon. We definitely feel more like on se sent vraiment beaucoup plus des hommes de la mer chez Marine Atlantique que vraiment des travailleurs de la transcanadienne. Bien que l'on soit très conscient du service que l'on rend en reliant l'île au reste du pays, parce que le Mile 0 est à St. John's, dans la province de Terre-Neuve. Et s'il n'y avait pas de traversier, ce serait comme un fossé entre le Mile, disons, 600 et le Mile 601. Donc on peut considérer qu'on fait vraiment partie de la transcanadienne, mais on est, du fond du cœur, profondément marin. Après 14 heures de navigation, je ne suis pas mécontente de revoir la terre. Okay, I've got it. Thank you. J'ai devant moi 6900 km de route goudronnée avant le prochain océan. Quelques miles en Nouvelle-Écosse, je traverse sans m'arrêter, pressée de me rendre sur l'île du Prince-Édouard, la plus petite des provinces du Canada.
Charlottetown est une ville rassurante. Rassurante comme la neutralité. C'est sans doute pour cela qu'elle a été choisie comme point de rencontre au moment où les provinces divisées envisagent un avenir commun. C'était en 1864. L'Ontario et le Québec formaient déjà un noyau, mais la Révolution américaine, toute proche, pouvait faire basculer la couronne d'Angleterre, déjà malmenée par les Français. Dans cette splendide salle de conseil, 23 pères fondateurs se concertent pendant une semaine. Ici, je respire presque l'odeur des cigares qu'il y a un siècle de cela, on pouvait fumer en toute liberté. C'était les provinces de la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Québec. Après ça, c'était le Canada. C'était vraiment beaucoup plus petit qu'on est aujourd'hui. Donc, après, il y avait des années que des autres provinces et territoires se sont attachés à l'Union. Donc, en 1870, c'était le Manitoba. Aussi, en 1870, c'était les territoires du Nord-Ouest. J'apprends qu'il aura fallu 135 ans au Canada pour être le second plus grand pays de la planète, en ralliant il y a peu le territoire du Nunavut. Ce pays est donc une mosaïque gigantesque qui grandit sous le regard bienveillant de Sa Majesté la Reine. À sa naissance, le Canada a failli s'appeler Victoria Land, par respect pour la reine. On a aussi proposé Borealia, Britannia, Cabotia, je vous laisse juge. C'est finalement le mot cabane en iroquois qui sera retenu. Ce Canada-là, celui des Premières Nations, j'espère le trouver après le pont de la Confédération. La transcanadienne passe par Moncton, du nom d'un général tristement célèbre. En 1755, sous son commandement, les familles françaises installées ici seront déportées, déchirées, humiliées. C'est le grand dérangement. Mon trajet dévie vers le nord. Je vais remonter tranquillement le long de la côte du Nouveau-Brunswick pour retrouver ensuite l'autoroute qui me conduira jusqu'à Ottawa. Un détour dans le pays des Acadiens, une chance pour moi de rencontrer des personnages de l'histoire. C'est quoi qui vire là-dedans, Zélika? Ça fait une demi-heure que je suis ici, que je te dis que je décolle. J'y vais, là. Tu pues! Tu sens la morue pourrie! Hey, j'ai pris mon bain mardi matin. Ça fait si que ça sent, Zélika, là. Hey, c'est peut-être tes bossales que tu portes, ça fait une semaine. Hey, gars, j'ai pas le temps de jaser avec toi. Faut que j'aille faire remplir ma bouteille au bout de la gueule. Ben, je te souhaite une belle journée, Zélika. L'âme de l'Acadie ne s'est jamais laissée noyer. Même si dans les provinces maritimes, les Acadiens ont fait leur bagage, contraints et forcés par l'armée anglaise. Irène et Alire sont les descendants de ceux qui sont revenus, après bien des aléas de voyage, entre la mère patrie et la Nouvelle-France. Au pays de la Sagouine, un pays imaginaire, tout est vrai puisque c'est une romancière qui l'a inventé. Vrai que les terres fertiles ont été prises par les Anglais. Vrai que l'école interdisait de parler français. Battre la mesure pour ne pas oublier. Voilà le secret des parties de cuisine. Je me rappelle, mon père, là, le soir, on avait ça, les parties de cuisine, là. Puis là, il disait aux enfants, il disait, OK, allez vous coucher, là. Puis là, bien sûr, on allait se coucher, puis on entendait la musique. Là, on se levait, puis là, on s'allait assis dans les escaliers, là. Puis là, mon père criait,
Si vous voulez rester debout, assisez-vous dans l'escalier. J'admire la puissance de la tradition orale, celle qui permet aux peuples persécutés de transmettre en clandestin l'essence même de leur identité, sans violence. C'est grâce à un Premier ministre acadien, Louis Robichaud, que la langue française a pu s'imposer. Aux environs des années 1963 est née chez nous l'université de Moncton, on a joué un vilain tour au général Moncton qui nous a déportés. On lui a baillé une université française. Et elle a trois campus. On en a un à Moncton, on en a un à Shippagan et on en a un à Edmundston, les trois coins de la province chez nous où les Acadiens en étaient. Alors là, on pouvait aller étudier en français de la maternelle jusqu'au diplôme universitaire grâce à lui. Et là, on a pu apprendre et on a pu se lever, trouver notre fierté et continuer à en profiter. Je reprends la route avec une adresse en poche, celle des Micmacs, grands amis des Acadiens, puisqu'ils les ont accueillis sur leurs terres et les ont cachés au moment du grand dérangement. À 1 heure au nord de Bouctouche, j'arrive sur un territoire ancestral. Bien avant les Vikings, bien avant les pêcheurs basques, bien avant les trappeurs français et les soldats anglais, ceux qui goûtaient ce paysage étaient Algonquins, Iroquois ou Hurons. Leurs descendants, aujourd'hui si peu nombreux, ont encore droit à quelques minces consolations qu'on appelle des privilèges. Seuls les Micmacs sont autorisés à pêcher dans cette rivière de saumon. Il m'est parfois difficile de retrouver dans les visages le sang indien. Pourtant, dans cette réserve, des fouilles archéologiques prouvent la présence d'une même tribu sur ce territoire depuis 3000 ans. Pour renouer les liens avec les ancêtres, un centre de mémoire vient d'ouvrir à Red Bank. Il était grand temps de connaître l'histoire, trop souvent écrite par les vainqueurs. Retrouver les gestes oubliés, c'est se sentir vivant, même s'il s'agit seulement de tisser une décoration en pique de porc-épic. Avoir survécu, c'est déjà un grand pas, comme me l'explique Pamela Ward, directrice du centre. C'est vrai, nous avons la chance de vivre encore ici aujourd'hui, de toujours pratiquer nos traditions, de parler notre langue. Et nous pouvons vivre en harmonie sur cette terre, prendre soin de Mère Nature, de ses ressources. Et il faut continuer à le faire. Je suis invitée à partir sur la piste du caribou, chasse traditionnelle qui occupe et nourrit encore les familles de Red Bank. Finalement, c'est sur la route que j'en verrai le plus, en retrouvant la transcanadienne. La transcanadienne et les joies de la modernité. Si les maladies bénignes n'avaient pas décimé les Amérindiens, le Canada serait peut-être vraiment un pays d'écologistes. Au détour d'un article, j'apprends que le gouvernement canadien est prêt à se ranger dans le camp des anti-Kyoto, juste à côté de son ami américain. Alors je me penche sur la transcanadienne et je perce son secret. Beaucoup de camions, énormément de grosses voitures. Le Canada se moque apparemment de la surproduction de CO2. Même les locomotives marchent au diesel.
Le nez à la fenêtre, je respire les grands espaces et les gaz d'échappement. Serait-ce là le parfum de la liberté? All right. Les parkings, les restoroutes, les zones industrielles, c'est l'univers des routiers et des routards. C'est aussi l'univers des motards et de tous les Canadiens condamnés à rester des êtres très mobiles. Barbara, qui connaît l'Europe, sait bien qu'il est tellement plus facile pour nous de passer rapidement d'un pays à l'autre. Vu que le Canada, c'est un pays très, très vaste, c'est normal. Pour nous autres, c'est normal. Voyager 400-500 km dans une journée, il n'y a rien là. C'est très, très normal ici. C'est pas comme en Europe, on se ramasse dans d'autres pays quand on fait tel millage. Mais ici, je pense que ça fait partie de la culture, un petit peu. Je choisis d'aborder la ville de Québec par le fleuve. Après une semaine de voiture, j'apprécie cette parenthèse flottante. Québec est si romantique, si Frenchy. Les Américains qui ne voyagent plus viennent toujours ici pour s'encanailler dans les calèches et goûter de bons vins sur des airs d'accordéon désuets. Le temps de jeter mes valises dans une délicieuse maison d'hôte de la rue Sainte-Ursule et je reprends la voiture pour chercher une place. Voyager sur un vaste territoire sans faire référence au passé, je pense que c'est très puissant. J'accroche à cette voix. C'est celle de Serge Bouchard, anthropologue et grand explorateur de la route. Le seul monument de la transcanadienne. Demain, pour le voir, je serai à Montréal. Dès le petit déjeuner, je reprends mes notes. Serge Bouchard est un vieux routier philosophe qui a traversé tout le pays pour Radio-Canada. La transcanadienne, c'est une route mythique. Le premier mythe qui concerne le Canada, c'est son immensité territoriale. C'est vrai. D'ailleurs, il faut rouler la transcanadienne quelques fois pour s'en apercevoir. Son immensité territoriale, elle est longue, la transcanadienne. Elle est interminable. On peut la faire aller-retour, puis rouler là-dessus. Elle est pleine d'histoires. D'ailleurs, c'est intéressant, la route, plus elle est monotone, plus elle a de secrets. Plus elle a des secrets. Alors, je recommande de faire les routes les plus longues et les plus monotones. Et le Canada en a beaucoup. La route, c'est beaucoup plus profond qu'on pense, parce que la route, c'est long. Il y a un pouvoir d'attraction énorme dans l'ordre de la méditation, de la pensée. La route nous intellectualise beaucoup, ou nous spiritualise beaucoup. Alors, les routiers sont toujours en danger de devenir de grands intellectuels ou de grands spirituels. Puis là, plus personne ne les comprend. Ils parlent en proverbe, ils ont une relation au monde qui est complètement originale, de sage ou de... Bon. Mais c'est très, très vrai que c'est rouler, quand on est compétent sur la route, nous engage dans une voie de méditation qui nous conduit aux plus grandes réflexions humaines des grandes civilisations et des cultures. T'sais, on pense au taoïsme, à la Chine, la voie, la route. Ben oui, bien sûr, c'est ça. Je pense que Lao Tzu parlait des routiers quand il y a eu la prémonition des gros camions. Lao Tzu, grand philosophe chinois, aurait donc eu la prémonition des gros camions. Voilà une phrase réjouissante. Elle vaut largement les 2600 km que je viens de faire pour l'entendre. Je repars le cœur léger,
prête à trouver de la poésie derrière chaque panneau routier. Leurs ancêtres ont pris le train, des Ukrainiens, de confession orthodoxe qui ont fait souche dans cette moitié du pays, suivis de près par des Allemands et des Scandinaves. Mon voyage poursuit toujours la course du soleil. Je continuerai par le train jusqu'au Pacifique, en traversant les Rocheuses d'Edmonton à Vancouver. Entre Manitoba, Saskatchewan et Alberta, je suis prévenu, j'entre dans la plaine. La plaine à perte de vue, la plaine à n'en plus pouvoir. Le Trans-Pacific Railroad a conquis l'Ouest américain et la Transcanadienne a suivi son tracé sur des milliers de kilomètres. Derrière le volant, je vais pouvoir admirer des convois de marchandises sans fin. À la loterie du voyage, ce soir, j'ai tiré le gros lot. Je ne sais plus qui remercier, Saint-Christophe ou le Grand Manitou. En tout cas, j'assiste à mon premier powwow. Venus de toutes les réserves environnantes, les Sioux, les Cris, les Assiniboines commémorent le 4e traité signé avec le gouvernement canadien. Ce traité, vieux de plus d'un siècle, doit être fêté en présence du gouvernement de la province, mais j'ai beau promener mon regard, je ne distingue aucun visage pâle. Star Blanquette, chef d'une tribu Cri, déplore leur absence depuis plusieurs années. Mais il en faudrait davantage pour le décourager. On n'est pas opposé à cela. On est censé vivre ensemble. Et cela fait partie de nos principes de vie, d'être tous en harmonie, de coexister. Mais ce que l'on veut aussi, c'est partager. Jouer notre rôle. Participer au développement et aider, avoir une place, en termes d'économie canadienne et pour tout le reste. Je quitte ce powwow avec un pincement au cœur. Accueilli chaleureusement, ébahi par le spectacle, je ne m'explique toujours pas l'absence des autres Canadiens. À moins que pour eux, le mot tolérance ne rime qu'avec distance. Les 1300 km qui me séparent d'Edmonton semblent s'étirer au fur et à mesure du voyage. Peu de stations essence, pas de ville, quelques fermes, un cauchemar pour les voitures fatiguées.
En m'approchant de la ville de Saskatoon, mon voyage défie le temps. Je fais un bond à la fin du 19e siècle. C'est l'époque où la famille Denis s'installe sur des terres désertes et hostiles. Il faut peupler les territoires de l'Ouest pour éviter que les États-Unis ne s'étendent. Quatre générations plus tard, Arthur Denis joue le shérif pour amuser les enfants. La dure vie de l'Ouest fait partie de son histoire, comme cette longue bataille qu'il a dû mener tout petit pour garder intacte la langue de son arrière-grand-père. Vois-tu, là, depuis 1970, on a moins la résistance. Vois-tu, le gouvernement, ils ont accepté le français, puis à cause que le Canada est quand même bilingue. Alors, mais avant ça, c'est Ottawa là, était bilingue, mais le restant des provinces ne l'étaient pas. Puis ils étaient contre le français. C'était contre la loi de parler le français ou la religion. Alors, quand on parle de résistance, d'habitude, quelqu'un qui résiste est beaucoup plus fort que d'autres personnes. Ça veut dire que là, les Français étaient très, très forts, très organisés dans tout. La religion, travailler souterrain, travailler avec les politiciens. Vois-tu, là, c'était pas de faire la guerre ouvertement, vois-tu, on serait fait défaite. C'est qu'il fallait que ce soit tout sournois, il fallait que ce soit avec politesse, puis tout ça, puis aussi caché. Retour vers le futur, la transcanadienne m'attend et elle me conduit en Alberta. En connexion permanente avec Dallas et les milieux de l'or noir, Edmonton écoute depuis 50 ans les sirènes du capitalisme sauvage. Je consulte la presse. Inflation record, investissement monstre, boom immobilier, Edmonton bat tous les records. La province commence seulement à essuyer quelques critiques sur sa gestion peu écologique de l'extraction du pétrole. C'est dans les salons cossus d'un grand hôtel que je prends une petite leçon de géopolitique avec Randy Boissonneau, brillant économiste francophone. C'est les Américains qui achètent beaucoup de notre ressource. Mais si on gardait le ressource pour nous, oui, on l'aurait pour 300 ans. Mais maintenant, avec l'échange qu'on a avec les États-Unis, on a les ressources pour à peu près 30 ans, 35 ans, avec les technologies d'aujourd'hui. Pas évident d'avoir des voisins aussi flambeurs. Gare d'Edmonton, j'ai décidé de prendre le train. May we have your attention, please? Via train number 1, the Canadian, is now arriving from Toronto, Winnipeg, and Saskatoon. Thank you. Une manière de vivre à ma façon la conquête de l'Ouest, de retrouver l'histoire de ce pays qui passe obligatoirement par la traversée des Rocheuses. Un train de loisirs et de découvertes, où les étrangers du monde entier investissent tout l'espace. Je finis tout de même par rencontrer un Canadien actif, Eugene Smith, musicien excentrique qui déguste un voyage de 3 jours depuis Toronto. Le Canada a été construit grâce au chemin de fer d'une côte à l'autre. Mais beaucoup de gens aujourd'hui l'ont oublié. Bon, il y en a tout de même qui s'en souviennent, parce que je viens de lire un article qui dit qu'ils étaient 4 millions à voyager en train l'année dernière. Ça veut bien dire qu'il y a des gens qui pensent à prendre le train. C'est sûr que c'est assez cher, mais surtout ce qu'il y a, c'est qu'ils sont très pressés. Tout le monde est pressé, c'est pour ça. Cette ligne est un cordon ombilical essentiel à la bonne entente politique des provinces extrêmes, mais c'est surtout une splendide escapade sur le toit du Canada.
Je traverse un paysage intact depuis sa sortie de terre il y a 57 millions d'années. Une naissance titanesque, à l'origine de cette barrière de 4000 km qui finit très au sud, à la frontière du Mexique. La nature y est impériale. La montagne flirte avec les astres, de quoi faire des rêves géologiques mémorables. « 23 heures de traversée et me voici au bout de mon défi. Vancouver porte certes son manteau gris pluie, mais c'est enfin la côte ouest. » Fin du voyage, parmi les descendants d'ouvriers chinois, ceux-là même qui ont construit la voie ferrée au prix de leur vie. Ils ont été rejoints depuis quelques années par les exilés de Hong Kong, une communauté chinoise très puissante qui possède sa propre police, ses médias et ses écoles en mandarin. Du haut des tours de Vancouver, je contemple mon voyage. J'ai serré la main d'une bonne vingtaine de nations, décidées à construire le pays, chacune à leur manière. Je me souviens alors de ma rencontre marquante avec l'historien de la route, Serge Bouchard, et son esprit affûté. On est humain dans un pays qui a voulu exister, puis qui cherche à exister toujours. La transcanadienne, c'est presque une route d'explorateur, d'exploration, mais une route qui est en chantier. Je pense que c'est ça. Mais on ne sait pas trop si on va l'abandonner ou si on va le finir. Je reviendrai au Canada, peut-être pour faire la route dans l'autre sens. Il me faut encore creuser l'âme des Canadiens, ces Américains qui n'ont pas tout à fait quitté l'Europe. Je reviendrai car je voudrais vraiment savoir si ce chantier très ambitieux sera un jour terminé.